Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir créatures de la nuit et bienvenue dans le Grim Girls podcast, le podcast qui parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Il y a eu ces dernières années pas mal d'intérêt pour les Universal Monsters, ces monstres classiques du cinéma d'horreur et de genre. Que ce soit avec Dracula comme les récents Renfield, The Last Voyage of Demeter ou Nosferatu de Robert Eggers, ou avec Frankenstein comme la fameuse relecture de Guillermo del Toro, ou le film dont on va discuter aujourd'hui un peu plus tard dans l'épisode, The Bride, de Maggie Gyllenhaal. Ces créatures sont des sources d'inspiration inépuisables pour beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui continuent encore aujourd'hui à créer leur propre adaptation, soit pour insister sur l'une ou l'autre thématique remise au goût du jour, soit pour approfondir un personnage mis précédemment en arrière-plan, soit parfois tout simplement pour proposer une version plus grotesque, plus légère ou au contraire plus sombre de l'une ou l'autre histoire. La fiancée de Frankenstein, c'est un exemple parmi tant d'autres de figures horrifiques qui a plein de représentations différentes jusqu'à donc la plus récente, celle de cette année. Pour parler de tout ça, je suis accompagnée de Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer. Coucou Mathilde. Salut. Ça va bien? Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai très hâte de défoncer ce film avec toi. Oups, spoiler alerte. Pardon, j'ai beaucoup de haine à déverser et c'est très rare. Donc, C'est vrai, c'est très rare. En tout cas, je suis très contente de t'accueillir à nouveau dans le podcast. Pour celles et ceux qui n'avaient pas écouté, on a fait un podcast ensemble il y a... Je sais plus, il y a quand même quelques mois là déjà, sur mon podcast à moi, donc sur The Ugly Stepsister, qui était le premier qu'on a fait ensemble d'ailleurs, je pense. Oui. Ouais, voilà. Donc très contente de refaire l'expérience avec toi. Moi aussi, vraiment, je suis honorée d'apparaître sur ton podcast. Alors, pour commencer, il faut savoir que le personnage de la fiancée de Frankenstein, elle apparaissait déjà dans le livre écrit par Mary Shelley, mais seulement très brièvement. Vous connaissez l'histoire, j'imagine. Victor Frankenstein, il crée un, entre guillemets, monstre. Ils vont se séparer et la créature, elle va découvrir le monde, se faire rejeter et donc va retourner chez son créateur pour lui demander de lui fabriquer une compagne. Victor, il va d'abord accepter. Et puis ensuite, après avoir commencé, il va être rongé par le remords et la culpabilité. Il va avoir des visions du chaos que cette seconde création pourrait engendrer. Et donc, il va décider de détruire son travail inachevé. Alors, dans le film Frankenstein de James Whale, qui est sorti en 1931, cette partie de l'intrigue, elle va être totalement inexistante. Et c'est quelque chose qui va être exploré, du coup, dans la suite, qui est sortie 4 ans plus tard, et où on va du coup enfin entendre parler de ce personnage, donc dans le film Bride of Frankenstein de 1935. Est-ce que Mathilde, tu as vu ce film et qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? Celui de 1935 ? Oui. Je l'ai vu, alors à l'époque j'étais au lycée, donc ça commence à dater. Ça ne m'a pas vraiment laissé beaucoup de souvenirs à part vraiment les visuels. Clairement, notamment les visuels autour du personnage de Praetorius, qui est, comment dire, donc le savant fou qui va, selon mes souvenirs, aider à créer la fiancée de Frankenstein, où il y a vraiment cette espèce de métaphore presque du diable, en fait, du feu infernal autour de ce personnage. Et évidemment, le look iconique de cette fiancée. Mais je me rappelle d'avoir eu énormément de frustration du fait qu'elle ne parle pas. Elle pousse un cri quand elle voit le monstre. Donc ça a été une expérience plutôt frustrante, en fait. Et toi ? Ah, je comprends totalement.
Donc moi je l'avais vu il y a quelques années, je l'ai découvert en salle parce que donc la Cinémathèque de Bruxelles qui repasse des films vieux et moins vieux, et donc il avait passé celui-là. Et alors je l'ai revu il y a 2 jours du coup pour un peu me souvenir de comment le film se passe, puisque j'avais oublié certaines choses. Moi, c'est un film que j'aime plutôt bien. Alors, c'est vrai que le titre, il est peut-être un peu mensonger. Oui. Parce que c'est Bride of Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, et finalement, elle apparaît même pas 3 minutes. Et vraiment tout à la fin du film. Mais c'est un personnage qui a vraiment marqué, en fait, peut-être pas la pop culture, mais en tout cas qui a vraiment marqué la culture horrifique. Ah oui, l'imaginaire collectif, elle est restée très présente. Le look, cette coiffure iconique, son maquillage, même sa tenue en fait. Ouais. Ah oui, totalement. Ses cheveux, alors noirs en tout cas, vu que c'est un film en noir et blanc, qu'on voit noir avec des espèces de stries de blanc dedans, et puis la longue robe, tunique blanche, c'est un look qu'on voit encore maintenant référencé dans des films, même justement dernièrement Your Monster. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment fou parce qu'elle apparaît que quelques minutes finalement dans le film, mais je dirais que c'est peut-être à cause ou grâce à ça qu'il y a une curiosité autour du personnage qui a grandi en fait. C'est vraiment un personnage qui apparaît peu, comme on l'a dit, qui parle pas, comme tu l'as dit aussi, qui va du coup un peu représenter beaucoup de choses. Enfin, on peut mettre beaucoup de choses dessus finalement. Ah oui, tu peux projeter tous tes fantasmes. Oui. Toute ton imagination. Parce que voilà, pour un petit peu donner du contexte, on va dire, c'est que la production de ce film, elle a été en fait hyper chaotique. Il y avait eu des projets en fait de faire une suite, mais James Whale au début, il n'était pas trop chaud de la réaliser. Il y croyait pas trop. On a eu plusieurs scénaristes qui ont donné leur version du script. Whale, il les voulait pas. Ça a été vraiment un peu chaotique. Finalement, le script final, c'est un petit peu c'est un petit peu comme Les Créatures, finalement. C'est un petit peu un patchwork de plein de scripts. Et en plus, et ça, je pense qu'on en a déjà parlé, ou peut-être, si, on en a sûrement parlé dans le podcast ici, mais voilà, c'est un film qui sort au moment où il y a le fameux code ACE tout à fait. aux États-Unis. Donc voilà, ça a dû passer là-dessous aussi, quoi. Après, ce qui ressort beaucoup des analyses de ce film, c'est qu'il est queer-coded, notamment dans l'idée que ce sont 2 hommes qui créent ensemble un bébé, quoi, un monstre, et finalement tu retrouves pas mal ce film dans les queer studies. Il me semble que c'est parce que James Whale était lui-même queer. Oui, absolument. Absolument, et je pense que c'est pas du tout... je veux dire, c'est totalement legit de voir ce genre de lecture dans des films comme ça. Et puis même, de toute façon, parce qu'effectivement, on a... dans le film, il s'appelle Henry, mais c'est Victor Frankenstein, quoi. Et du coup, comme tu as dit, le docteur Pretorius, qui vont ensemble créer la fiancée pour la créature. Outre ça, de toute façon, ça, on sait, les monstres en tant que tels, les parias, c'est une figure la marginalité, très queer finalement. Bien sûr, comme on en a parlé dans l'épisode sur mon podcast, le cinéma queer, en fait, c'est vraiment là-dedans que tu peux mettre, que tu peux exprimer en tout cas tout le sentiment d'injustice, je pense, de comment les personnes queer étaient traitées en fait par la figure du monstre. Oui, c'est ça. C'est ça, absolument. Et donc dans ce film, finalement, pour faire court, parce que le but c'est pas d'analyser forcément ce film-là et toutes les autres versions du personnage de la fiancée, mais voilà, on peut parler de ce qui s'y passe pour celles et ceux qui l'auraient pas vu ou qui auraient un petit peu oublié, on va dire. Donc ça reprend vraiment directement après le premier film, donc de 31. Où la créature serait morte avec son créateur.
Et finalement, on retconne entre guillemets un peu tout ça. Finalement, les deux sont vivants. Et donc, il y a cette espèce de savant fou, comme tu as dit, qui fait aussi des expériences un petit peu pour essayer pareil que Frankenstein, de conquérir entre guillemets la mort, de créer en fait une nouvelle créature, et dit tu as réussi à créer un homme, maintenant on va créer une femme, quoi. Et donc c'est tout ça. Donc de base, c'est pas quelque chose qui vient de la créature en tant que telle, c'est pas la créature qui va le demander. Et en parallèle à ça, dans le film, on voit justement la créature qui va continuer en fait son chemin, et qui va notamment rencontrer un homme aveugle, vraiment une partie hyper touchante du film, où encore une fois il va se retrouver encore plus en fait. Et ça, c'est un peu on appuie encore plus que ce qu'on avait vu dans le premier film, c'est qu'il se retrouve de nouveau à être complètement chassé. Enfin, on a encore plus cette idée qu'il est seul au monde, et il n'est pas dans un monde qui est fait pour lui, quoi. Ouais. Et donc à la fin, en soi, bon, c'est un petit peu un spoiler, mais bon, ça fait presque 100 ans qu'il est sorti. C'est bon. Voilà. C'est bon. Mais donc voilà, donc cette fiancée, finalement, on dit fiancée, mais elle a pas choisi. Elle se retrouve aussi finalement dans ce monde-là, complètement déboussolée, à se dire mais qu'est-ce qui se passe, et effectivement, donc elle, comme tu as dit, elle pousse un cri quand elle voit ce monstre qui essaye en tout cas cette créature qui essaye d'aller vers elle, de la toucher, etc. Et donc la créature qui dit she hates me like others, comme tout le monde, finalement elle me déteste, quoi. Donc c'est quand même très très tragique, finalement. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on va voir dans The Bride, du coup, donc le film dont on va parler après, c'est que du coup Bride of Frankenstein commence par l'actrice d'ailleurs qui joue la fiancée de Bride. Elsa Lanchester. Ouais, Elsa Lanchester qui en fait interprète Mary Shelley, donc l'autrice. Elle est avec Lord Byron et avec son mari. Et Lord Byron qui est là, c'est fou quand même que une jeune femme qui a peur du tonnerre, une jeune femme si fragile, ait pu écrire un tel ouvrage sombre, etc. Et donc elle dit, eh bien, ce n'était pas la fin, il y a une suite. Et puis du coup, c'est en fait elle qui va compter, entre guillemets. Voilà. Oui, elle l'a repris un peu ça dans The Bride, en tout cas de faire revenir Mary Shelley dans le récit. C'est ça. La pauvre, il veut pas la laisser tranquille. Absolument. Ouais, laissez-la où elle est, quoi. Bref. Qu'elle repose en paix. Comme j'ai dit, le but ici, c'est pas d'analyser toutes les versions du personnage de la fiancée, parce que voilà, ce serait assez long. Oui. Mais j'avais quand même envie d'évoquer quelques-unes des adaptations et des relectures du personnage. Je voulais juste mentionner du coup Frankenhooker, que tu n'as pas vu du coup. Pas encore. Mais pas encore. Qui est sur mon radar du coup. Ah ouais, non, mais Frankenhooker, j'aime beaucoup ce film. C'est un film de Frank Henenlotter, qui est sorti en 1990 ou 90. Ouais. Tu traduis pour les Français. Traduisons pour les Français. On est un peu lent. Mais donc oui, qui a fait aussi Basket Case, qui est aussi un petit peu perché. Mais donc ouais, Frankenhooker qui va reprendre le concept, mais où il y a vraiment un commentaire en fait sur le travail du sexe et sur les standards du corps entre guillemets parfait pour une femme, que du coup je trouve assez intéressant. Quand on prend le résumé en soi, on se dit que ça va pas du tout être le cas, que ça va juste être un truc hyper graveleux et tout. En fait, ce qui se passe dans ce film, c'est que on va suivre un personnage, un jeune homme qui s'appelle Jeffrey Franken,
Voilà. Yeah. Qui dès le début fait des expériences un petit peu cheloues. Donc voilà, parallèle de nouveau Frankenstein. Et le jour de son anniversaire, en fait, sa petite amie / fiancée, qui s'appelle Elizabeth Shelley. C'est subtil, dis donc. Clin d'œil, et oui. C'est donc sa fiancée / petite amie va se faire déchiqueter par une tondeuse. Voilà. MDR. Et voilà. Et il va décider, parce que voilà, il fait déjà des petites expériences un peu cheloues, il va décider d'essayer de la ramener à la vie. Mais bon, comme elle est de toute façon en morceaux, autant faire des petites améliorations. Bah oui. Voilà, c'est-à-dire que il va donc reprendre la tête, parce qu'il a gardé la tête. Alors, je sais pas comment c'est possible qu'il ait pu garder la tête de cette femme, mais bon, soit. Suspendons notre incrédulité. On se pose pas ce genre de questions techniques dans ce film. Voilà. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir en fait aller chercher des parties de corps pour un petit peu, entre guillemets, améliorer, avoir un peu le corps qu'il désire en fait sur sa copine. Voilà. Mais donc quand on dit ça... Et des parties de corps, mais de femmes, enfin de travailleuses du sexe, non ? C'est ça. Ouais. D'où le titre, Hooker. Ouais, d'où le titre, ouais, c'est ça. Frankenhooker, ouais, c'est ça. Et quand on dit ça, et c'est vrai qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film de beauf ? Ouais, c'est clair. Ouais. Mais franchement, en tout cas, c'est assez difficile. Enfin, je pense c'est un film à voir, mais il est vraiment intéressant parce que déjà dès le début, il y a vraiment des remarques en fait sur le corps d'Elisabeth, donc de cette jeune femme qui meurt à la fin. Il y a le fait qu'on n'est pas censé prendre vraiment au sérieux en fait ce qu'il fait, ce Jeffrey. Enfin, je veux dire, voilà, il va faire son petit shopping, les travailleuses du sexe, enfin, il les tue quand même. Donc, d'accord. Bon, alors évidemment, c'est une scène qui est très grotesque, mais voilà, enfin, je veux dire, on le ressent et c'est pas fait pour être pris au sérieux, ce type qui va décider comme ça de refaire totalement le corps de sa petite amie. Et en plus, ce qui va se passer, sans aller jusqu'à la fin, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va donc, comme une créature de Frankenstein et puis de la fiancée, il va un petit peu un petit patchwork, le patchwork de voilà, il prend tel morceau qu'il préfère, etc. Il va la ramener à la vie, et en fait, elle va du coup se comporter, on va dire, comme ces travailleuses du sexe. C'est-à-dire que lui, il voulait qu'elle soit plus en accord, entre guillemets, à ses attentes sexuelles, on va dire. Et en fait, elle va aller à l'extrême, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va commencer à déambuler dans la rue en demandant à pas mal d'hommes qu'elle croise est-ce que t'as de l'argent, tu veux enfin wanna date qu'elle demande, enfin voilà, donc c'est vraiment très à l'extrême. Et puis la fin aussi incroyable, donc voilà, pour en tout cas moi je te non je mais te conseille. Je sais que ça a l'air très perché, j'adore les trucs perchés, donc c'est pas du tout un souci. C'est plus que j'aurais peur que ce soit ultra sexiste et misogyne, mais si tu l'aimes bien et si tu l'as adoubé, je pense que je peux faire confiance. Mais dit comme ça fait vraiment peur, et notamment sur les travailleuses du sexe, voilà, qui sont déjà hyper objectifiées dans la culture. Mais je me doute que ça doit être surprenant, en fait, qu'il doit y avoir plus que ce pitch un peu beauf, comme tu disais. Oui, non, mais totalement. Je cherche là dans mes notes, mais effectivement, voilà, il y a c'est très rapide, mais il y a un moment où on est du coup chez Jeffrey, où on va avoir un plan sur la télé. En fait, il y a un débat, enfin entre guillemets un débat à la télé par rapport à la légalisation de la prostitution. Et il y a des femmes donc à la télé qu'on voit
qui prennent la parole et qui sont en fait qui font partie d'une organisation pour les droits des femmes travailleuses du sexe, du coup. Ok. Donc c'est rapide et tout, hein, mais il y a quand même cette visibilisation-là aussi de ces femmes-là, du coup. Oui, et puis dans ce que tu racontes, c'est le personnage qui finalement ne correspond pas aux attentes de l'homme. Elle ne correspond pas à ses attentes d'objet, en fait. Elle n'obéit pas, au contraire. Et d'ailleurs, elle ne lui appartient pas. Enfin, son corps ne lui appartient pas, puisqu'elle va dans la rue et qu'elle semble continuer un peu sur ce qu'elle faisait avant, enfin, j'imagine, ces femmes. Et ça, c'est plutôt badass. Good for her, j'ai envie de dire. Good for her, absolument. Absolument. Absolument, parce que, voilà, finalement, c'est pour revoir... Enfin, on pense que c'est pour revoir sa copine, mais finalement, tout est vraiment à travers ses envies à lui et son regard à lui. Et du coup, le fait que dès qu'elle se réveille, on va dire, elle va suivre ses instincts et ses pulsions. Déjà là, ça dit quelque chose, je trouve. Donc voilà, moi, c'est quand même un film que j'aime bien, que je recommande. Je sais, il y a quelques personnes que je connais qui aiment bien. Donc voilà. À voir. Si vous voulez un film complètement barré des années 90, je pense que c'est celui-là. Absolument. Absolument. Ouais, je sais pas si t'as entendu parler de la version de Kenneth Branagh, sortie en 1994, où c'est Helena Bonham Carter qui tient le rôle titre de cette fiancée. J'en ai entendu parler, je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi ? Ouais, je l'ai vu. C'est hyper camp. C'est vraiment Kenneth Branagh qui fait du Kenneth Branagh, enfin, qui a la réalisation et qui joue Victor Frankenstein. Et en fait, il crée cette fiancée à partir aussi du corps de sa propre fiancée, donc qui était jouée par Helena Bonham Carter. C'est Robert De Niro qui joue le monstre. Enfin, vraiment improbable. Wow. Et pour le coup, elle a un look dans ce film-là. Ça se finit un peu pareil que celui de 1935. Elle va s'immoler, elle va se suicider. Sauf que là, c'est elle qui décide, contrairement à 1935. Mais elle a vraiment un look monstrueux, pour le coup. Tu vois, dans ce film-là, voilà, elle a le crâne rasé, elle a des cicatrices. Elle sort du male gaze, pour le coup. En tout cas, c'est une itération que j'ai trouvé intéressante. Puis t'as Billie Piper dans la série Penny Dreadful qui joue cette femme. J'ai toujours pas vu la série. Oh waouh, je pense que tu aimerais tellement. Ça a l'air d'être ta cam, vraiment. Je pense que tu aimerais beaucoup cette série. Où là, voilà, je crois que c'est une prostituée d'ailleurs qui est atteinte de tuberculose, qui décède et qui est réanimée. Et elle s'oppose au monstre. Dans Penny Dreadful, voilà, elle joue un peu un personnage de femme libre. Voilà, c'est les itérations, moi, qui me viennent en tête, que j'ai vues dans la pop culture et qui sont des meilleures représentations que celles de The Bride, du film dont on va parler. Donc toi tu recommanderais donc celui de Kenneth Branagh et Penny Dreadful. Ouais, alors celui de Kenneth Branagh c'est un peu dur parce que c'est très camp, vraiment c'est très shakespearien, les acteurs en font des caisses, la musique en fait des caisses, la mise en scène c'est beaucoup. Encore une fois, c'est très ancré dans son époque, quoi. C'est vraiment années 90. Mais bon, si vous êtes curieux, si vous aimez ce mythe, si vous avez envie, pourquoi pas. Franchement, je note. Et puis, en vrai, je pense, si vous aimez le camp, voilà, même que ce soit même Frankenhooker, celui-ci aussi de Kenneth Branagh, qui s'appelle The Bride. Mary Shelley's Frankenstein. Il dure 2 heures. Ok. Il y a aussi, et d'ailleurs, je vous le conseille, à toi aussi d'ailleurs, parce que je pense pas que tu l'as vu. Donc, la suite, en fait, de Reanimator. Qui est donc Bride of Reanimator, qui est sortie aussi en 90 de Stuart Gordon, qui se base aussi sur l'idée de base de Frankenhooker, donc c'est aussi ou même de celui de Kenneth Branagh. C'est un jeune homme qui perd sa petite amie et qui va utiliser une science un peu étrange pour la ramener à la vie. Bon, il est quand même un petit peu différent de Reanimator, je le trouve encore plus
encore plus campy, mais en vrai, il est sympa. Et le look de la bride, du coup, est vraiment super. Voilà, je conseille. Ok. Bon à savoir. Est-ce que tu as d'autres représentations, entre guillemets, de ce personnage-là qui te viennent en tête ou, Non. t'as Non, envie non, de- c'est ce que j'avais noté en tout cas. Ok, bon. Eh bien, je pense qu'il est temps de, de nous attaquer Au gros morceau. au gros morceau, au sujet Let's go. de l'épisode. Le en sujet soi. qui fâche, hein. Voilà, on a discuté de ces différentes petites versions. On vous a donné un petit peu des recos, si jamais il y en a l'une ou l'autre que vous ne connaissez pas. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à celle de Maggie Gyllenhaal, qui est sortie en mars de cette année au cinéma. What happened? You had an accident. An accident, huh? We dug you up. And we brought you back to life. Qui s'appelle donc The Bride, qui est son deuxième long métrage, et c'est un film qui est qualifié de romance gothique, en tout cas ce que j'ai vu. Et selon elle, c'est un film qui parle de la fin du fantasme qu'on projette sur une personne qu'on vient de rencontrer pour pouvoir la voir telle qu'elle est réellement. Mais surtout, le film, par son titre, il promettait en tout cas de raconter enfin l'histoire en prenant en compte, le point de vue et le vécu de la bride, de la fiancée du coup, qui, comme on l'a dit, c'est un personnage qui est très effacé dans la toute première version, étant donné que voilà, elle n'apparaît pas beaucoup à l'écran, elle ne parle pas, etc. Elle n'est pas développée en soi. Est-ce que tu veux un petit peu résumer, même si on reste un peu sur les grandes lignes de ce qui avait été fait précédemment, on va dire, mais est-ce que tu veux résumer un petit peu les bases et ce qui se passe dans ce film? Carrément. Je t'en Donc, alors je résume l'intrigue. C'est l'histoire du monstre de Frankenstein qui s'avère être l'incel originel. Donc, il va voir une scientifique pour lui dire bonjour madame, je n'ai jamais fait la chose, pouvez-vous me créer une femme s'il vous plaît, qui est jouée par Annette Bening, cette scientifique, et qui accepte. Bim bam boum, ils trouvent un cadavre direct sans souci, et manque de chance pour eux, c'est la femme la plus insupportable du monde, interprétée par l'actrice la plus insupportable du monde, Jessie Buckley. Et là, le film va essayer de tabler sur plusieurs genres à la fois, donc le film noir, le film d'enquête, la comédie horrifique, la comédie musicale et la romance, en ratant chaque genre minutieusement et en passant à côté de son sujet. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé l'histoire ? Moi j'adore parce que comme on disait au début, voilà, ça va être la première fois que qu'on va être négatif ici. Ça peut faire du bien finalement. Oui. Voilà. Oui, et puis là vraiment on est quand même sur quelque chose, on est quand même sur une œuvre, un produit, un film. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a rien à garder. C'est compliqué. Et c'est vraiment... C'est dommage en fait parce que je pense que c'est la même chose pour toi, mais en tout cas moi j'étais hyper hypée pour ce film. Enfin en tout cas moi je l'attendais beaucoup. J'avais projeté un film. Ouais. Oui, j'avais projeté un film punk. Ouais. Je pensais que ça allait être féministe. Je croyais vraiment en ce film. Je croyais en Maggie Gyllenhaal parce que son premier film, The Lost Daughter, avait eu, que je n'ai pas encore vu, avait eu des très bonnes critiques. Il est intéressant, il est pas mal, ouais. Oui, sur une femme jouée par Olivia Colman qui a abandonné ses enfants, je crois. Hein. Donc un personnage féminin déjà ambivalent dans son premier film. C'est ça. Et puis enfin on donnait de la place à ce personnage, donc le personnage de la fiancée, un personnage iconique du cinéma. Enfin on allait pouvoir entendre ce qu'elle a à dire. Et en fait, voilà, le film est vide de toute substance.
À l'image d'ailleurs de ce personnage qui dit des mots qui n'ont aucun rapport les uns entre les autres et qui répète des espèces d'adjectifs en bougonnant et en hurlant alors que ça n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment le cliché absolu de la femme hystérique telle qu'elle était décrite par Freud et ses contemporains. Voilà, qu'on déteste d'ailleurs. Je sais pas comment elle a pu autant se rater en fait, en ayant pour but de faire un film féministe, vraiment de créer un personnage auquel il est impossible de s'identifier et qui n'attise aucune empathie, aucune sympathie. T'as juste envie... Moi, dans mes notes, c'est ce qui revient le plus. J'ai écrit... Mais qu'elle se taise en fait, je n'en peux plus de l'entendre. C'est bruyant, c'est bavard. Ça donne mal à la tête, vraiment. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ça c'est un truc qui m'est venu assez rapidement en fait dans le film. Donc dès que cette femme est ramenée à la vie, parce qu'en fait au tout début on la voit vivante du coup, on va dire. Et donc elle est ramenée à la vie plus tard par la créature et par cette femme médecin scientifique, Docteur Ophronius. Ouais. Très vite, en fait, j'ai eu la caractéristique Manic Pixie Dream Girl qui m'est venue. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, voilà. Quelque part, mais une version Harley Quinnesque de la Manic Pixie Dream Girl. Mais rapide, alors juste je sais pas si tout le monde du coup sait ce que c'est la Manic la Manic Pixie Dream Girl. C'est une sorte de personnage dans la fiction, dans les films, comment on pourrait dire, qui est un peu qui est excentrique, un peu quirky, un peu c'est par exemple quel film on pourrait dire Elizabethtown, une critique notamment de la Manic Pixie Dream Girl, c'est Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est vraiment le cliché dans ce film avec un personnage masculin, Garden State de Zach Braff avec Nathalie Portman qui joue ce personnage. Donc souvent c'est un personnage masculin déprimé qui croit plus en la vie, qui est là, et il va faire la rencontre de ce personnage féminin qui elle est pleine de vie, et puis elle est un peu bizarre, mais en même temps elle est un peu ça. Et en même temps elle est sublime parce qu'elle est jouée par des actrices hollywoodiennes magnifiques. Et elle est voilà, il y a quelque chose de l'ordre du whimsical, où elle est un peu féerique, elle est un peu faux-folle, et en fait elle va redonner vie à cet homme déprimé, et c'est vraiment un personnage féminin fonction. C'est ça. Et du coup le personnage de Clémentine, pardon. Non, pardon, je t'ai coupé, mais en fait, parce que tu dis c'est un personnage, mais en fait, finalement, c'est pas vraiment un personnage. Ah non, c'est un trope. C'est ça. Ouais, ça, c'est un cliché. On est finalement, avec ces entre guillemets, ces personnages-là, du coup, on n'est pas intéressé par une construction en soi, d'un vécu, de backstory, de machin, de caractéristiques autres que ça, du coup. On n'est pas sur un personnage construit, quoi. Voilà. Je trouve en tout cas ça m'a fait penser un peu ça. Ouais. Oui, c'est un personnage fonction, c'est un personnage qui n'est là que pour apporter quelque chose au protagonisme masculin. Et c'est vrai, tu as raison, The Bride, c'est ça, elle est créée pour lui. Et lui, il est malheureux, et elle est créée pour lui rendre sa joie de vivre et un sens de l'existence. C'est ça. Si on fait un petit déroulé et qu'on revient un petit peu au tout début, on va dire. Alors déjà, moi je suis arrivée un petit peu en retard quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu une fois au cinéma. Et du coup j'ai raté le début, donc j'ai vraiment eu, pendant tout le film, je me suis posé la question, et c'est après quand j'ai pu aller vérifier que j'étais ok, j'ai compris. Mais en gros, donc ça c'est le début, c'est un petit peu, comme on l'a dit, elle reprend, donc Maggie Gyllenhaal reprend un petit peu le début plus ou moins du film de 35 de James Whale. C'est-à-dire que donc il y a Mary Shelley, qui est aussi jouée du coup par Jessie Buckley. C'est ça. Qui va, il me semble, expliquer
Oui. elle avait cette idée en tête de faire une suite, ou en tout cas de faire Oui, une oui. histoire avec ce personnage de fiancé, c'est ça? Oui, en fait, t'as vraiment l'ouverture du film, c'est vraiment voilà, ce fantôme, c'est très fantomatique, c'est presque du noir et blanc, et ce personnage macabre, maquillé de Mary Shelley. Et en fait, elle tient ce discours très bavard, mais au final pour ne rien dire, et qui est oh, ça va être une histoire sombre que vous allez voir, c'est une histoire avec des fantômes et des monstres, mais pire que ça, encore plus effrayant, ça va être une histoire d'amour. Enfin, vraiment, c'est tellement émo et cringe dès le début. Mais en fait, cette intro, c'était pas mal, tu vois. Là, la photo est pas trop mal. Il y a quelque chose de un petit peu effrayant avec voilà, le visage de Jessie Buckley, son maquillage. Et ensuite, on passe au personnage de Ida, donc elle, vivante, au restaurant. Et voilà, t'as ce filigrane avec le thème de la possession de l'esprit de Mary Shelley sur ce corps de Ida, qui aurait du coup pendant tout le film une espèce de trouble dissociatif de l'identité, où parfois elle est Ida, parfois elle est Mary Shelley, et le reste du temps elle ne sait pas qui elle est. Très bizarre. Très très bizarre. Ça c'est vraiment quelque chose, du coup comme je disais, j'avais pas vu donc, ce truc là, et donc pendant tout le film je me disais mais est-ce qu'elle est possédée? Est-ce que c'est un truc genre de plusieurs personnalités? Enfin j'arrivais pas à comprendre. Mais parce que ça c'est m'a un peu diffus perturbée. et confus. Mais parce que c'est pas vraiment clair. Enfin, parfois elle narre, enfin parfois elle est là pour faire la narration de ce qui se passe. C'est très drôle parce que quand elle décrit Ida, elle dit elle est en enfer. Spoiler alert, nous allons être en enfer en regardant ce film aussi, c'est sympa de nous prévenir. Et puis t'as vraiment ce truc de... Je comprends pas ce qu'elle veut dire avec ça. Quel est le but qu'elle soit possédée par le fantôme de Mary Shelley? Je sais pas, parce que donc vraiment au tout début quand on voit, comme tu as dit, cette femme, donc Ida, dans le restaurant, genre elle est accompagnée d'un homme, non? Oui, en fait elle est avec des gars de la mafia. Oui, c'est ça. Et d'autres femmes. C'est ça. Tu comprends qu'elle fait partie de ce groupe-là et qu'elle est oppressée en fait. Waouh, elle est trop oppressée par les hommes, ils la forcent à manger une huître. Et elle raconte Mary Shelley en narration. Où est sa rage, il faut qu'elle se réveille, etc., etc. C'est ça, et donc elle va un peu taper du poing à un moment, elle va se lever. Si je me souviens bien, il y en a un qui va la poursuivre parce qu'elle quitte la salle, il me semble, elle va la poursuivre. Ouais. Voilà, et elle va un peu clairement en fait, elle va se jeter dans les escaliers, genre. Oui. C'est pas très clair de est-ce qu'elle est jetée dans les escaliers ou est-ce qu'elle se jette elle-même. Moi, j'avais compris qu'elle se jetait elle-même. Moi aussi. J'avais l'impression que c'était quand même un acte délibéré, je pense. On a vraiment, de ce que je me souviens, vraiment ce plan sur son pied qui tape entre guillemets contre la marche, et elle se laisse tomber du coup. Ouais. Et donc c'est ce corps là qui va être utilisé pour donc le monstre, la créature, qui du coup, comme tu l'as dit, va aller voir une médecin. Ici, c'est une femme d'une soixantaine d'années, je sais pas exactement. Ce qui change un petit peu des autres itérations. Hein. Voilà. C'est un truc que j'ai noté, je me suis dit, c'est une femme entre guillemets plus ou moins âgée. Léger et fort de la part de Maggie Gyllenhaal. Ce qui est intéressant, c'est dans la... En fait, moi, à ce moment-là, je me disais, bon, on en est au début, donne une chance à ce film. Évidemment que j'avais vu passer toutes les critiques et que je me doutais que ça allait être catastrophique. T'as vraiment le personnage du monstre de Frankenstein interprété par Christian Bale, qui est vu de dos. Il est habillé comme l'exorciste. Tu vois, il a un chapeau, il a une mallette, il a un long manteau, il va rencontrer Annette Bening, où il s'identifie tel que le monstre et elle le reconnaît. Elle aussi, elle fait des expérimentations, et là je me disais ok, ça peut
ça peut être pas trop mal. Et puis très rapidement, en fait, je pense que le vrai problème du film, c'est quand même le personnage de The Bride, qui est très mal écrit, mais les personnages à côté tiennent à peu près la route. Mhm. Même s'ils ont pratiquement pas de substance non plus. Il y a un côté assez creux, tu vois. Oui. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et même à la dernière seconde, avant de la ranimer, il y a un moment un peu d'hésitation de sa part. Il y a un moment où il dit, j'ai noté she's too beautiful, en mode elle est trop belle Ouais, c'est ça. pour moi, genre. Ouais. Mais bon, Ouais, il n'y a pas de parce film. Oui, non, c'est sûr. Parce que vraiment, il arrive gros ouin-ouin. Ouais. J'ai jamais de contact avec personne. Vous voyez, vous m'avez serré la main. C'est la première fois que j'ai eu un contact avec quelqu'un en 120 ans. On appuie vraiment sur la solitude de ce personnage, sur le fait que... Voilà, il y a des callbacks aux autres films. À un moment, il dit il va y avoir une foule, ils vont prendre des fourches, ils vont me poursuivre. De ce personnage paria, mais qui est écrit, donc Frankie, hein, d'ailleurs, qui va être appelé Frankie, le monstre. Il est vraiment écrit comme très immature émotionnellement. Bah, après, c'est normal, il a pratiquement pas de contact avec les autres, donc du coup, il peut pas être en relation, et donc du coup, il peut pas se réparer à travers la relation, quelque part. Mais tu sens qu'il lui faut pas grand-chose pour qu'il s'énerve, il se met en colère très facilement, il manque de confiance en lui. Il est écrit comme un enfant, en fait, presque dans le corps d'un homme adulte / monstre. C'est vrai. Et en soi, finalement, cet aspect-là est pas si différent et pas si déconnant par rapport au monstre / la créature original, enfin je veux dire du Frankenstein de base, entre guillemets. Mais il y a quelque chose, notamment le fait que dans celui-ci, il dit tous les trucs, il dit je suis seul, je nanana, je nanana. Il y a quelque chose qui, du coup, personnellement, m'a moins touchée dans son personnage que, du coup, la créature dans le film, du coup, de 31 puis de 35, où c'est un peu le show don't tell, c'est-à-dire que c'est exactement on ça. va le comprendre, en fait, qu'il est seul et que, voilà. Mais donc, ce film-là, ça commence direct, où, effectivement, on le voit pas traverser le monde, entre guillemets, et se faire rejeter. Il y a direct, vraiment, ce truc de, voilà, je suis tout seul, personne ne veut de moi, et du coup, c'est vrai que ça fait un sel assez vite, finalement. Parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est lui qui le dit et on le voit pas, donc c'est vrai que du coup il y a ça aussi, je pense, qui joue. Ouais. Et puis il veut une meuf, quoi, clairement. Dans l'hétérosexualité. Il veut pas. Non, mais tu vois, il aurait pu demander un ami. C'est vrai. Mais non. Il veut une femme. Terrible. Parce qu'il y a ce truc aussi, comme t'as dit, presque un peu frustré, en mode j'ai jamais couché, jamais ce tu vois, rapport-là. quitte à choisir en termes de représentation du monstre de Frankenstein, j'ai détesté le Frankenstein de Guillermo del Toro. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je préfère quand même Jacob Elordi en tant que Frankenstein et le design du personnage dans l'univers de Guillermo del Toro. Mais parce que Guillermo del Toro, malgré tout, malgré le fait qu'il ait raté son film, il a quand même une vision. Il a quand même une patte artistique qui est très importante et un amour des monstres. Christian Bale en Frankie, c'est un peu Émeric Lompré, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il n'a rien de particulier. Il est même pas vraiment monstrueux, c'est Christian Bale qui fait du Christian Bale et qui fait des grognements de temps en temps et qui monte ses dents et sort sa langue. Ouais, on s'emmerde, quoi. Enfin, désolé, mais... Ouais. Non, je suis d'accord. Ça, on va pas s'étendre sur ce film-là, mais c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé du Frankenstein de Del Toro que j'avais pas aimé non plus. Donc on se serre la main. Mais le monstre était réussi. Voilà, le monstre était réussi au moins. Voilà, oui, très bonne perf de Jacob Elordi, qui pour le coup, tu vois, moi m'avait fait un petit peu de peine dans certaines scènes. Voilà, qui montrait un monstre sensible. Là, franchement, j'ai juste vu un incel. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Je suis d'accord. Et donc, venons-en au fait que cette femme, cette bride finalement, se réveille
Et elle refuse un petit peu directement de se marier avec lui. Ouais. Oui, elle... Bon, voilà, tout de suite, elle se réveille. C'est rigolo, elle vomit, elle rote. Haha. Et puis, je suis désolée, hein, vraiment, je vais Non, être mais- très caustique pendant tout l'épisode. J'adore. Ça C'est me très drôle de te saoule voir parce comme qu'elle ça. joue... Merci beaucoup, j'ai le droit. Elle surjoue le stéréotype de la folle. Oui. Avec ses paroles incompréhensibles. Et en fait, tout de suite, c'est comme dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Voilà, elle veut sortir, elle veut aller à l'extérieur. Il y a un moment un peu édouardesque. Voilà, elle est réanimée. Elle est en mode ok les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait. Ensuite, elle dort. Elle a une vision de Marie Shelley dans son rêve. C'est bavard, ça parle. Elle se réveille. Lui, il s'est introduit dans le labo alors qu'il avait été enfermé à l'extérieur, donc il pénètre son espace sans son consentement. Coucou, c'est Édouard Cullen. Et elle dit ouais, moi j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller dehors. Et là, ils se rendent dans une boîte berlinoise, clairement. Donc là, alors, expliquez-moi les choix visuels et l'intemporalité des décors et des costumes. Parce que c'est censé se passer en 1936, et pourtant, toutes les scènes qui se passent, notamment les décors et les costumes, bah, t'as l'impression que c'est en 2026. Donc je peux comprendre ce côté, on va mélanger les époques, etc. Mais à un moment, il faut aussi un lien entre tout ça, pour que ça fasse sens, ou pour que ce soit stylé visuellement. Et là, vraiment, juste, ça ne fonctionne pas. Donc oui, ils sortent faire la fête en boîte. De boîte qui fait très underground, très queer finalement. Et là, je l'ai noté du coup, là, parce que j'ai mes notes en même temps, là, je l'ai noté, ça fait Manic Pixie Dream Girl. Je pense que c'est vraiment ce moment-là où on la voit qui danse, nanana, et en fait, elle est dans l'espèce de foule où voilà, elle danse, mais en mode, elle en a rien à foutre des gens autour, quoi. Et on a donc ces plans sur elle, il me semble, et puis des plans sur Frankie, du coup, qui la regarde danser en mode oulala, complètement fofolle. Elle va danser comme ça avec des gens qu'elle connaît pas. Moi, je n'oserais jamais faire ça. Il y a un peu un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je trouve. Bah si. Est-ce que tu as vu Babylone de Damien Chazelle ? Oui. Eh bien, tu as exactement la même scène dans Babylone du personnage de ce jeune homme là qui est homme à tout faire au début et qui va finir producteur, et Margot Robbie. Ils se rencontrent, ils prennent de la coke ensemble, etc. Et ensuite elle va danser dans la foule tout en l'allumant un petit peu, et il la regarde en mode oh, elle est tellement libre, elle est tellement belle. Bah pour le coup, dans Babylone, je trouve que c'est magnifiquement exécuté parce que Damien Chazelle sait filmer. Et donc du coup, les mouvements de la caméra, la composition du cadre, la musique, ça te fait ressentir des choses. Et c'est vraiment Margot Robbie, voilà, qui danse comme une folle, qui a des mouvements erratiques. Et là, pour le coup, c'est pareil parce que dans la manière dont la fête est montrée dans Babylone, c'est un peu aussi intemporel. Enfin, t'as ce côté, ça pourrait être moderne, mais tu sais que ça se passe dans les années 20 aux États-Unis. Mais là, ça fonctionne parce que voilà, désolée pour Maggie Gyllenhaal, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce film, mais à mon avis, elle a pas su mettre son talent de cinéaste, elle a pas pu l'engager, je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Il y a pas de cadre, il y a pas d'image, les couleurs ne ressortent pas, et en fait, moi quand je repense au film, j'ai une espèce de bouillie en tête, plutôt que vraiment des scènes marquantes. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Et ce qui suit, ça m'a aussi... pour moi, ça ne s'est pas amélioré. C'est-à-dire que... alors, il me semble que je sais plus exactement pourquoi, mais ils ressortent et elle se fait... ou alors c'est à l'intérieur, je sais plus, mais elle se fait agresser sexuellement. Elle va les repousser et tout, mais c'est Frankie du coup qui va venir, qui va du coup il me semble leur péter la gueule, et donc il y a ce point de rupture là que j'ai trouvé hyper forcé, où c'est en mode il va tuer les agresseurs, et du coup
il va repartir, il va lui dire non, mais je vais t'attirer des ennuis et tout, parce que notamment elle vient de tuer des mecs comme ça. Et en un coup, alors qu'elle voulait absolument vivre sa vie, elle en avait limite rien à foutre qu'il soit là, être libre, qu'elle avait un peu rien à foutre qu'il soit là ou pas. En un coup, elle a pas trop l'air de vouloir le quitter en fait. En un coup, elle s'est dit je vais rester quand même avec toi. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ah oui, non, là, on arrive sur le point grosse colère de mon côté. Pourquoi ce film m'a autant mise en colère? On arrive sur la première agression sexuelle, il va y en avoir 3 dans le film. Ouais. Et je déteste ce trope, je déteste ce cliché de vraiment... elle est d'abord agressée dans la boîte, c'est-à-dire qu'elle est touchée sans son consentement par ces hommes, puis ensuite ils essayent de la violer. Oui, c'est ça. Et alors déjà une première fois, si vous voulez, d'accord, mais que ce soit lui qui la sauve, que ça la fasse changer d'avis, et que en fait finalement elle se sente redevable envers lui, et que ça crée un lien entre eux, c'est détestable. Et il va y avoir 2 autres agressions, donc l'une dans un cinéma, des personnages random, un jeune homme qui agresse sexuellement sa copine, donc il la touche sans son consentement dans le cinéma, et c'est pareil, c'est encore le personnage de Franck qui la sauve. Et une 3e fois par la police, par un policier. Contre la voiture, là. Voilà. Et en fait, c'est ça. En fait, vous pouvez faire un film féministe, vous pouvez parler des violences sexistes et sexuelles sans constamment montrer des femmes victimes de violences et sans défense. C'est bon, en fait. Moi, je suis fatiguée de voir des personnages agressés dans les films. Après, je suis sûre qu'il y a mon biais en tant que psychologue, j'accompagne des femmes quasiment tous les jours qui ont été victimes de violences, et du coup, j'en ai jusque-là. Mais en fait, je ne comprends pas à quoi ça sert de toujours remettre ça sur le tapis. Oui, big news, les femmes sont agressées. Oui, d'accord, il y a un viol toutes les 2 minutes 30, et il y a un féminicide tous les 2 jours. Mais est-ce qu'on peut pas raconter une histoire d'émancipation féminine sans avoir à montrer ça à l'écran? Voilà, désolée, c'est ma grosse colère autour du film. Mais non, mais je suis totalement d'accord. C'est lourd, et en plus, c'est comme si lui était un peu le sauveur, alors qu'en vrai, il a quand même fait des choses aussi sans son consentement. Il a aussi outrepassé son consentement finalement, mais parce que il va faire cet acte-là, il va poser cet acte-là. C'est le sauveur, et c'est ok. Enfin... Ouais, c'est ça. Déjà, oui, il l'a fait naître sans son consentement, pour son bon vouloir, tel Adam qui va voir Dieu et qui lui dit « S'il te plaît, fais-moi une zouze !» et Dieu dit « Ok ». Du coup, et Dieu créa la femme parce que son rôle, c'est d'être la femme d'un gars. Et vraiment, je comprends pas tout le propos du film, c'est « Oui, c'est elle, et elle existe sans lui, et en fait, elle n'est pas alliée à lui, mais elle n'existe que par lui. » Elle est toujours liée à lui, elle lui doit tout. C'est lui qui commande à chaque fois, c'est lui qui la sauve. Enfin, elle est assujettie en réalité. Donc oui, il l'aime parce qu'elle est libre et folle, et qu'elle représente l'émancipation. Ça, on va en reparler. On va en reparler plus tard, mais ouais, je suis fatiguée. Il y a un côté très boomer en fait dans la représentation du féminisme de cette manière-là. Je suis totalement d'accord. Ouais. Et ouais, non, clairement là, c'est le moment où tu dis bon. Enfin, là, je me suis dit ça peut pas aller en mieux, je pense. À partir de ce moment-là. Ouais, après, en fait, comme il tue les gars, là, il se retrouve un peu... on arrive dans la partie Bonnie and Clyde du film où ils vont s'enfuir. Et elle s'arrête jamais de faire du bruit et de crier. Et notamment, à un moment, ils sont dans un train. Et ils sont cherchés par la police. Et vraiment, c'est le moment où ils doivent se cacher et être silencieux, et elle se met à beugler comme un putois
qu'on est en train de taper, comme d'hab en fait, elle ne fait que ça, et du coup ils doivent se débarrasser du policier qui les a trouvés, ce que je comprends pas dans ce film, c'est qu'à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un ou qu'ils doivent se débarrasser de quelqu'un, voilà, qui leur barrait le chemin ou qui se mettait entre eux et leur liberté, après ils ont des remords. Et c'est comme si Maggie Gyllenhaal, elle allait pas jusqu'au bout de son propos, tu vois. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, tu fais des personnages psychopathiques, oui, à la Bonnie and Clyde, si tu veux, qui n'en ont rien à faire des conventions sociales et qui n'en ont rien à faire de tuer ceux et celles qui sont sur leur passage, et notamment des figures d'oppression, pourquoi pas, des représentations de la police. Mais d'accord, mais enfin bref, rien ne Non, mais fonctionne. c'est... Et du coup, ça embrouille encore plus, surtout au niveau du personnage de Aïda, la fiancée. Enfin, en fait, elle a pas de nom, et en fait, c'est un peu le fil conducteur, entre guillemets. C'est pendant tout le film, elle va chercher son nom, elle va demander à Mary Shelley en mode c'est quoi mon nom, etc. Elle va essayer de le retrouver. Et il y a un peu ce truc de son nom, c'est un peu, entre guillemets, son émancipation, ou une résistance, ou on sait pas trop, enfin bref. Je trouve que du coup, c'est très brouillon, parce qu'on sait pas si... Vu qu'on sait qu'elle est possédée par Mary Shelley, qui a un truc comme ça, est-ce que c'est Mary Shelley qui a ses excès de violence, et puis après c'est cette femme Aïda, voilà, qui se dit en fait putain, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas clair en fait. Ouais, c'est très confus. Bah, de toute façon, C'est le très film est confus, le film est brouillé, parce qu'elle a voulu, je pense, trop mettre de choses. Le film souffre un peu comme Hurlevent de Emerald Fennell. Trop de choses et trop de choses qui vont pas ensemble. Mais j'ai passé un meilleur moment devant Hurlevent que devant The Bride. Et, Ouais, vas-y. Il y a donc, en fait, à partir de ce moment-là où ils sont recherchés par la police, il va y avoir le film qui va un peu se scinder, entre guillemets, entre les deux intrigues, donc entre du coup Frankie et elle, et puis la police. Et il y a un truc que Maggie Gyllenhaal essaye de mettre du coup, une espèce de commentaire par rapport du coup à la police avec le personnage de Penelope Cruz. Alors, j'ai pas noté son nom, je t'avoue. Je crois pas. Moi non plus, j'ai pas noté son nom. Voilà, c'est la femme qui accompagne le détective. Mais en gros, en fait, elle est pas shérif, mais en tout cas, je sais pas, elle est inspectrice, en gros, elle est enquêtrice, mais elle est en duo avec un homme, un policier, quoi. Et en fait, dès qu'ils ont un contact entre guillemets avec, je sais pas moi, des témoins, des journalistes, des machins, des bazars, il y a ce truc où il va la présenter comme une secrétaire, et puis il va lui dire, en gros, voilà, tu sais bien, c'est comme ça, les gens ils vont se poser des questions. Tu peux pas être autre chose. Voilà. Tu peux pas être autre chose que ma secrétaire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a voilà, le film n'était pas assez, il partait pas assez dans tous les sens. On a une intrigue qui va se rajouter en plus, ces scènes-là, qui, personnellement, je m'en foutais un petit peu. Mais c'est même pire que ça, parce que ça, c'est la deuxième sous-intrigue, t'as raison, avec les deux enquêteurs et des scènes d'une platitude complète, où ce que fait le personnage de Penelope Cruz, c'est juste dire « j'ai une intuition », et lui de dire « suis ton intuition ». Enfin bref, super. Et ensuite, t'as une troisième sous-intrigue, où lui, en fait, il se servait de Aïda quand elle était encore en vie, comme taupe et comme informatrice de la mafia et du gros mafieux qu'on voit. Je me rappelle plus du nom du personnage, mais on s'en fout, quoi. C'est le parrain. Lupino. C'est ça, Lupino, exactement, le mob boss. Où, en fait, cet homme-là tue des femmes et leur coupe la langue et les met dans des bocaux, pardon. Et elle l'espionnait. Et apparemment, il avait déjà commandité son meurtre parce que sa couverture avait été grillée. Et en fait, cet enquêteur se servait d'elle. Et ils avaient couché ensemble. Mais c'est encore une fois déjà confus. Et en plus, on s'en fout. Qu'est-ce que ça rajoute au personnage ? Pas grand-chose.
Ouais, je crois que Frankie, il fait la Absolument. gueule, parce que justement, quand il apprend qu'elle a eu une relation avec cet enquêteur, Oui. mais encore une fois, cet enquêteur, il se met dans une position de protection de Aïda. Ouais. Tu vois, il veut mener l'enquête de son côté pour la protéger par culpabilité, parce qu'elle serait morte par sa faute. Et en fait, j'ai envie de dire, à part être protégée par des hommes, Ah oui. qu'est-ce qu'elle a pour elle ? Ah ben non, elle tire très bien la langue et elle bugle super. Enfin, vraiment, ça, il n'y a pas de souci pour C'est crier. ça. Ouais. Il y a justement quand il fait un peu la gueule, enfin je crois que c'est à ce moment-là, à un moment elle essaie d'initier un rapport intime avec Frankie. Oui, bah quand... Ça c'était, ouais. oh, j'ai Là, c'est détesté. cringe. Je Mais savais la- plus où me mettre. C'est horrible. Mais en fait, ça, c'est quand ils sont... Tu sais, ils vont souvent au cinéma parce que t'as tout une autre sous-intrigue de le monstre adore le cinéma et il va au cinéma et c'est super. Il s'identifie à l'acteur joué par le personnage de Jake Gyllenhaal et à un moment, il se retrouve, tu sais pas comment, dans une soirée select. Et il commence à danser. Oui, C'est horrible. C'est horrible. Affreux, oui. Et en fait, ils sont un peu en mode on vole les riches, tu sais, ils volent leur nourriture, ils sont passés pour des serveurs, enfin bref, rien ne va. Et ensuite, ils s'enfuient, ils s'embrassent pour la première fois. Et vraiment, quand cette scène de premier baiser est arrivée, je me suis dit, mais c'est ni romantique, c'est ni émouvant, Non. tu ressens rien pour eux, t'as pas envie qu'ils soient ensemble. Et C'est t'as sorti de vraiment nulle part. Ouais, c'est terrible. Et quand elle initie un rapport sexuel avec lui, tu sens en fait que justement comment dire, il n'y a pas de sensualité, tu vois. Elle se précipite directement pour lui faire une fellation, je crois. Oui, Lui, il est c'est mal ça. à l'aise, il a jamais rien fait. Ouais. Donc c'est lui qui lui dit attends, on va prendre notre temps, en tout cas, il se soustrait à elle parce que c'est trop, ça va trop vite pour lui. Mais même dans le traitement de la sexualité, je trouve ça assez moyen en fait sur ce que c'est. J'ai noté, elle dit I was trying to be nice. J'essaie Oh d'être mon gentille. Dieu. J'ai noté cette phrase parce que j'étais genre. Quoi ? Voilà. Et c'est un truc qui vient de me revenir, hein, désolée, parce que je voulais pas le revoir. Ah bah non. Je l'ai vu en mars, Il je voulais fallait pas pas. le revoir. Mais j'avais complètement oublié, mais il y a un truc qui du coup met encore plus mal à l'aise, c'est qu'en fait, il lui ment en inventant, parce qu'elle se souvient de rien, hein, forcément, en inventant qu'en fait, ils étaient mariés, ou en tout cas, ils étaient déjà ensemble avant qu'elle meure. Et donc, il y a encore cette couche de... Elle est dans un mensonge par rapport à lui, donc il y a un truc d'ascendance sur elle, etc., que lui, il a un peu le contrôle, parce que lui, il sait un petit peu la vérité, entre guillemets. Enfin, il connaît pas sa vie à elle, mais en tout cas, il sait très bien que... Enfin, il a juste trouvé un cadavre random comme ça, et voilà. Donc il y a encore ça qui met un truc vraiment très étrange dans leur relation, en fait. Que Bien sûr. J'ai pas du tout... J'étais vraiment pas à l'aise, quoi. Non, non, c'est sûr que ça met pas à l'aise. En fait, il passe son temps, il lui fait du gaslighting, il passe son temps à lui créer des faux souvenirs. Parce qu'elle lui pose des questions. En gros, il lui dit « Je suis ton mari, t'es décédé. » Et du coup, elle lui pose des questions de « C'était comment quand tu m'as demandé en mariage, c'était comment notre lune de miel, etc. » Et à chaque fois, il invente des souvenirs. C'est un peu une relation abusive, mais qui n'est pas traitée comme une relation abusive. Absolument. Je pense que le malaise vient de là aussi. Hein. Oui. C'est pas adressé... c'est hyper problématique, quoi. Ouais. Et je sais pas... Comment on en est arrivé là. J'ai envie de demander. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'elle partait avec des bonnes intentions. Et elle a récupéré... En fait, ça, c'est un film qui est en projet à Hollywood depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. C'est vraiment un projet qui s'est donné de main en main, mais personne n'a vraiment pu le mener à bout. Et donc, du coup, c'était déjà un projet Frankenstein, je pense. Elle a récupéré ça. Elle a essayé peut-être d'y infuser ses idées. Elle a parlé des projections test. Peut-être qu'il y a aussi une forme de charcutage dans le montage, peut-être qu'ils ont dû retourner des scènes, j'en sais rien.
J'ai pas envie non plus d'imputer toute la culpabilité sur Maggie Gyllenhaal, qui est une femme artiste et qui a fait de son mieux et qui avait quand même une envie de faire un film féministe. Mais voilà, c'est raté en fait, et je saurais pas exactement dire d'où provient le problème. Justement, en parlant de féminisme, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur son acte, on va dire, qui va un peu déclencher une sorte justement de révolution, de révolte féministe. Tu vois de quoi je parle. Ouais. La scène où elle fait... Justement, c'est à cette soirée, je crois, où ils se sont infiltrés un peu dans une soirée select d'Hollywood. Elle fait un discours, mais encore une fois, moi, en fait, c'est tellement bavard qu'au bout d'un moment, je décrochais parce que c'est trop de mots pour moi. Je sais pas comment dire, pour au final du creux, où en fait, elle dénonce, entre énormes guillemets, les violences perpétrées sur les femmes. Et elle dit me too, me too. Enfin, vraiment, tu sens qu'elle a essayé de parler de female rage. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est un peu à la Joker, tu sais, le film de Todd Phillips. Ça absolument. va créer une espèce de révolution féministe où on va reprendre son maquillage iconique parce que oui, elle a une espèce de tache bizarre, une tache d'encre. Et donc du coup, elle va devenir un symbole. Mais je crois que c'est l'élément le plus anecdotique de tout le film. Ce moment où elle part vraiment dans ce discours, parce qu'en fait, il y a donc ce mafieux, là, Lupino, qui en fait a assassiné plusieurs femmes, et en fait, il se retrouve là dans cette espèce de soirée huppée, comme on a dit, avec en fait des hommes qui ont participé à ça, il me semble, où elle les dénonce un peu en mode oui, toi qui a laissé passer ça, tel truc, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en fait je trouve que c'est quelque chose qui vient vraiment un peu de nulle part. C'est un peu après c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais c'est un peu le propos féministe, on va le rentrer à coups de sabot, et du coup c'est pour moi aussi que c'est pour ça pour moi que ça marche pas vraiment en fait. Et en plus bah voilà, de nouveau c'est un truc qui est mis dans tous les autres trucs qui se passent dans le film. Déjà c'est hyper brouillon de base, et du coup on rajoute ça dans la bouillie de trucs, et du coup c'est noyé un petit peu dans tout ça. Il se passe tellement et c'est tellement confus, en fait, je pense que c'est ça le problème. En fait, l'écriture de ce film, il y a un truc il y a un problème, quoi. Mais il y a trop même de choses, l'espèce de révolution que ça lance, on a de ce que je me rappelle, en tout cas de ce que j'ai noté, on a quelques plans et tout, mais c'est pas un truc qu'on va vraiment suivre, en fait. Non, pas du tout. Mais parce que, justement, il y a trop de sous-intrigues, et qu'on peut pas s'intéresser à ça, on n'a pas le temps. Il y a leur fuite à travers les États-Unis, l'enquête avec les deux enquêteurs, les mafieux qui la recherchent, l'amour du cinéma de Frankie, cette espèce de révolution qui sort de nulle part, la possession de Mary Shelley. En fait, tout ça ne peut pas être lié ensemble et fonctionner ensemble. En fait, elle aurait dû enlever les personnages des enquêteurs, on aurait pu s'en passer de tout ça, de tout ce propos sur la mafia. C'est vraiment comment dire, ça se voudrait subversif, mais c'est lourdingue et ça reste en surface. Toujours. Ça ne s'attarde pas suffisamment sur un thème pour l'approfondir. Donc du coup, ça ne fait que gratter la surface de tous ces thèmes-là. Et ça donne un film qui est faussement féministe, avec cette idée de révolution, soi-disant, complètement vide. En tout cas, c'est après cette espèce de débordement, entre guillemets, là, qu'ils reprennent la route, en tout cas, parce que du coup, j'ai noté ici que tu as donc l'agression dont tu as parlé. Oui, on peut... Oui, qui est joué, c'est intéressant parce qu'il est joué par l'agresseur dans Sorry Baby. Voilà, cet acteur est typecasté pour jouer des violeurs. J'imagine le mec dit le pauvre. Encore un agresseur, putain.
Ouais, mais du coup, voilà, ça marche très bien. Maintenant, il est identifié comme C'est comme ça. un très bon Il va faire agresseur à que l'écran. Le Puis la CV, scène, elle dure des plombes. Ça dure longtemps. On sait très bien où ça va aller. Oui. Voilà. C'est... Mm. Mais c'est un moment où elle en a marre de lui et elle se rebelle contre lui, contre Frankie. Justement parce qu'elle a compris, enfin elle commence à comprendre qu'il lui ment depuis le début et qu'en fait elle commence à avoir des souvenirs notamment avec ce personnage d'enquêteur. Et donc Ouais. du coup elle lui dit allez ciao quoi, on va se... Mhm. Je vais partir de mon côté. Et comme Frankie est blessé, du coup elle va essayer, et que d'ailleurs il va mourir, elle va essayer par tous les moyens de le sauver. Parce qu'en fait elle l'aime. Ce qui, en tout cas, personnellement, je trouve, sort de nouveau un petit peu de nulle part. Et voilà, pour dire, en tout cas, au début, que, attention, c'est une histoire d'amour, enfin... Et de nouveau, je pense que ça va faire redite avec ce que je viens de dire, hein, mais il y a trop de trucs pour qu'on sente qu'il y a un quelconque lien réel et beau et profond qui se crée entre les deux, quoi. Je trouve. Bah non, parce que je trouve que t'as pas d'alchimie entre les personnages. Mhm. T'as pas d'alchimie entre les acteurs. Christian Bale, en même temps, c'est un acteur où je trouve qu'il est très froid et qu'il est très bon pour jouer des rôles de gros psychopathes, comme Batman par exemple. Mais non, je rigole. Mais pour des rôles plus sensibles, bon, je le trouve pas très bon. C'est un très bon acteur pour le cinéma de Christopher Nolan, quoi, pour jouer. Oui, Un mec dont la femme est morte, il n'y a pas de souci, mais par contre, jouer l'amour et la sensibilité et la relation amoureuse, c'est plus compliqué. c'est ça. Non, il est, par exemple, en Patrick Bateman, il est super. Bon, après ça, Ah, il est parfait. Ce film date, je sais plus, mais il est encore. Enfin, bon, Patrick Bateman et cette créature, il y a un peu un fossé, quoi. Oui. Voilà. Après, finalement, bon, je dis pas qu'il est au niveau de Patrick Bateman, mais bon, je veux dire, la créature là ment quand même tranquillou à cette femme avec qui il a des relations, etc. Enfin, il y a quand même il y a des petits red flags quand même. Oui, Des oui, gros ah red bah, flags, complètement. Complètement. Ouais. Ouais, il y a un côté très, très cinéma de Baz Luhrmann dans ce film, avec cette espèce de maximalisme formel. Voilà, mélanger plein de trucs ensemble qui vont pas, mettre le film dans les années 30 et en même temps avec de la musique et des décors modernes, et puis voilà, tout le bruit, toute la musique, cette espèce de sound design qui s'arrête jamais. Ça m'a fait C'est vrai. beaucoup penser à ce cinéma-là, que je C'est vrai déteste. que le film s'arrête jamais en fait. Ouais. Bah, ça a été une souffrance pour moi de le regarder, et je l'ai regardé pour enregistrer avec toi. Et vraiment, je me serais arrêtée. J'ai voulu le regarder jusqu'au bout pour prendre des notes jusqu'au bout et être une bonne élève. Mais si j'avais été seule, j'aurais arrêté. Et à la fin, dans mes notes, vraiment, je notais, je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête, c'est insupportable. Vous voyez ce que Mathilde fait pour nous. Ouais. Merci. Je comprends la souffrance. La souffrance, ouais. J'avoue que, en fait, du coup, enfin, je fais avec mes notes, mais je vois de moins en moins de... C'est vraiment j'ai give up, j'ai abandonné en mode... Ça suffit, c'est bon, j'en ai marre. Et alors la fin m'a vraiment saoulée aussi. Voilà, je sais, enfin, j'ai quand même envie d'un peu en parler. En tout cas, quelque chose qui m'a Bien vraiment saoulée pour le coup aussi. C'est-à-dire que, donc oui, comme tu as dit, il y a ce truc, finalement elle l'aime, finalement elle va pas l'abandonner, finalement, etc. Il y a, alors qu'elle sait qu'il lui a menti, etc. Il y a donc un peu ce climax, entre guillemets, par rapport à ce que je disais, où elle peut retrouver un nom, elle peut choisir un nom finalement, parce que voilà, elle est plus Ida, parce que voilà, c'est une femme qui est morte, et voilà, enfin elle a changé quoi, en gros. Elle n'est pas Mary en soi, même s'il y a un truc de possession, on sait pas trop. Et donc il y a un peu ce truc, voilà, elle va trouver un nom.
Mais en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai pas compris, c'est elle va dire non, je ne suis pas la fiancée de Frankenstein, pardon. Je suis juste the bride, genre la fiancée. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'est fait d'une manière où c'est waouh, c'est empowering, mais en fait je comprends pas parce que tu es forcément la fiancée de quelqu'un. De quelqu'un, oui, parce que tu peux pas être fiancée, enfin le mariage est une entité et oui. Oui, même voilà, bon, Mm. ouais. Et puis même, je trouve pas ça aussi puissant que... Après voilà, c'est moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui me touche pas personnellement avec ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop compris. Et comment c'était mis en scène. Je sais pas ce que toi, t'as ressenti par rapport Ah non, à ça. Mais je partage ton sentiment. Je partage ton sentiment, vraiment. Je n'ai pas... Gros what the fuck. Je n'ai ne pas, sais pas non plus ce qu'elle compris. essaye de dire avec ça. Je Ouais. ne sais pas. À part de faire un callback au titre, où Oui. le titre c'est The Bride avec un point d'exclamation. Mhm. Bon. Absolument. C'est parce que voilà, ça veut dire son identité finalement, bah, elle est quand même vachement rapportée, même si c'est pas genre The Bride of Frankenstein, c'est quand même vachement rapporté à Frankie du coup, parce qu'elle accepte en plus de rester avec lui quoi. C'est ça. Voire même elle est prête à tout pour le ramener d'entre les morts, puisqu'elle le ramène à Euphronius pour qu'il la fasse, pour qu'elle le ranime encore une fois. Non, c'est très dommage. Pour un film qui s'appelle The Bride, ou en tout cas pour un film qui avait un peu, j'ai l'impression quand même, une ambition de remettre un peu ce personnage-là au centre, bah de nouveau, pour moi, je l'ai pas senti comme un personnage, quoi, en fait. Bah, en fait, elle n'existe que par sa relation avec les hommes, finalement. Oui, c'est ça. Parce Exactement. que au début, elle n'existe que parce qu'elle est oppressée par des hommes. Ensuite, elle n'existe que par la relation avec cet enquêteur, puis après avec sa relation avec Frankie. Parce qu'à la mort de Frankie, elle aurait très bien pu justement mener sa petite vie et partir. Oui, c'est clair. Mais Mais non. il fallait que ça soit quand même une histoire d'amour et on se questionne vraiment sur pourquoi est-ce qu'il faut toujours que The Bride finalement soit amoureuse de la créature. Oui. Parce qu'on peut pas juste ne pas faire ça en fait. Pourquoi ce serait obligatoire ? Bah ça pour le coup, tu vois, c'est ce que j'ai aimé dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, un film qui a d'autres problèmes, notamment au niveau du male gaze, on est d'accord, et de la sexualisation du personnage, mais s'il y a bien un film qui reprend le cliché d'une femme morte réanimée par un scientifique fou, et qui est bizarre, un peu morte-vivante à la fois, et qui par contre s'émancipe de toutes les manières possibles, et qui ne se définira à la fin... Alors dans une certaine mesure, oui, elle s'identifie à son père, à son créateur, puisqu'elle fait des études de médecine pour devenir elle-même médecin, et que en fait elle récupère la maison, c'est un peu un truc... Bon, elle va rester dans la bourgeoisie, mais elle ne se définit pas par ses relations amoureuses. Ouais, d'ailleurs, absolument. elle s'émancipe très très vite des hommes qui sont amoureux d'elle. Le personnage de Mark Ruffalo, elle lui renvoie très vite qu'elle a pas besoin de lui, qu'il la saoule. Le personnage de Max McCandles, qui est interprété par Rami Youssef, c'est pareil en fait, elle s'en fout. Elle envoie chier son ex-mari complètement fou, qu'elle transforme en chèvre. Voilà, là au moins, on a à manger du côté d'un personnage féminin où il y a vraiment un effort de je vais exister autrement. Ouais. C'est très dommage en tout cas. Parce que, comme j'ai dit au début, j'étais vraiment très curieuse de voir ce film. Ah mais
Oui, tout le monde dans l'Insta Ciné, tu sais, t'as ouais. les posts de attente ouais. 2026, Ouais. The Bride était dans les attentes de À tout le fond. monde. Avec de très belles affiches d'ailleurs, je trouve, personnellement. Oui. J'aime beaucoup les affiches, je les trouve très, très belles. Mm. Voilà, c'est, je pense, pas gros problème d'écriture, surtout. Ouais, puis moi, j'ai vu des critiques dire que Jessie Buckley joue bien, qu'elle est pas caricaturale. C'est notamment Anaïs Bordage qui en parlait dans Anaïs se fait des films, que je l'adore, Ok. je l'aime trop. Mhm. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Moi, cette interprétation, cet acting, je le trouve over the top. Voilà, j'en ai parlé suffisamment. Et je n'avais pas une très bonne vibe avec cette actrice, notamment pour ce qu'elle a dit à propos des chats, dans un podcast, où elle disait qu'elle haïssait les chats. Oui, elle disait qu'elle haït les chats, et que quand elle a rencontré son mari, il avait un chat, et elle lui a dit tu choisis, c'est le chat ou moi. Et du coup, il s'est débarrassé du chat pour être avec elle. Enfin bref, très problématique. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. On va pas la juger pour sa vie perso. Mais dans Hamnet, je la trouvais ok et bonne sur les scènes plus avec un jeu intérieur. Oui. Mais les scènes où elle se met à hurler et à se baver dessus, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Je comprends pas quelle est what the fuss is all about autour de cette actrice. Mais bon. Écoute, peut-être que je verrai d'autres films d'elle et que je changerai d'avis. C'est fort probable. Elle a joué dans Men, Que je n'ai pas vu, de Alex Garland. que je n'aime pas. Men de Alex Garland ou les oui. films de Alex Et Garland même en Alex général. Garland de manière générale. Ok. Et alors, c'est elle, hein, dans I'm Thinking of Ending Things, je pense. Tout à fait. C'est qui ça? C'est Kaufman? Ouais, c'est ça. Hmm. Charlie Kaufman. Oui, Charlie Kaufman, c'est ça. Non, je ne l'ai pas Qui a vu. fait, qui a fait notamment Eternal Sunshine. Of the Spotless Mind. Ouais. Mm. Ouais. Écoute. Bon, après, moi, ce qu'elle a dit sur les chats, ça va être compliqué avec elle. Je comprends tout à fait. Je n'étais pas au courant, du coup. Voilà, maintenant, tu sais. En plus, tu sais, t'as toute une pipeline, toute une théorie qui dit que détester les chats, c'est être misogyne. Voilà. Il y a beaucoup de posts là-dessus. Ouais. Je vous laisserai faire votre opinion vous-même. Eh bien, est-ce que tu veux rajouter des choses sur soit The Bride ou bien le personnage en tant que tel ou... Oui, Pas peut-être spécialement. sur le tout Dis-moi. dernier plan où elle se fait tuer elle-même, elle se fait fusiller par les flics. Et donc du coup, le tout dernier plan du film où en fait c'est le professeur Euphronius qui va ranimer les deux corps et c'est leurs mains qui vont l'une vers l'autre. Voilà, une espèce de boucle sur leur soi-disant amour. Je sais pas ce que t'as pensé de cette fin. Comme on a dit, hein, moi je m'attendais pas spécialement à une histoire d'amour. Alors moi je suis pas quelqu'un qui est spécialement contre les histoires d'amour. Mais en fait je vois qu'il y a un truc derrière de un peu les weirdos, les freaks versus le monde... Enfin, il y a quelque chose avec ça, notamment avec la scène de l'espèce de soirée là, dont on a parlé, avec tous ces gens riches, enfin voilà, et donc eux qui finalement ne rentrent pas là-dedans. Donc je pense qu'il y a un truc qu'elle voulait dire par rapport à ça aussi, qui est un peu un callback, on va dire, avec Bride of Frankenstein, où justement... la créature dit We belong dead, donc en gros on n'appartient pas à ce monde-là en tout cas. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça, mais enfin de nouveau, comme on n'a pas ressenti vraiment de lien spécifique entre les personnages, ou en tout cas il n'y a pas, comme t'as dit en fait, d'alchimie ou de... Enfin, moi ça ne m'a pas fait ressentir grand chose finalement. Ouais. J'étais un Moi peu non mentally checked out à la fin, genre Ouais, t'étais je me dis, ouais. dissociée quoi.
Donc, ouais, j'ai dissocié, clairement. Toi, ça doit être... Ouais, aussi j'ai un peu levé clair. très fort les yeux au ciel, notamment parce que la musique du générique de fin, c'est Monster Mash. Et voilà, j'ai levé les yeux au ciel et puis ensuite j'ai soupiré de soulagement parce que le calvaire pouvait s'arrêter. Voilà, j'ai fini. Je ne suis pas si haineuse d'habitude, je suis quelqu'un qui adore plein de choses. Mais Voilà. oui, mais bien sûr. J'avais juste mais- besoin de cracher mon venin. Écoutez, voilà, vous avez entendu, vous les auditeuristes, vous avez entendu plein d'épisodes, que ce soit de mon podcast ici et peut-être aussi le podcast J'ai un truc à te montrer de Mathilde, où nous sommes positifs. On aime parler de cinéma et de films qu'on aime, mais là, bah, pour une fois, on fait quelque chose de différent. C'est ça. Mais j'avais quand même envie de parler de ce film-là parce que, ben, aussi, je veux dire, la fiancée en soi de Frankenstein, c'est quand même, comme on l'a dit, un personnage qui est quand même important, qui a marqué. Et on a aussi mentionné d'autres représentations parce qu'on a envie de les mettre aussi un peu en lumière quand même, qui sont peut-être moins... Je sais pas si elles sont moins connues, mais peut-être qu'elles elles sont passées un peu sous les radars. Donc voilà, si vous voulez un film ou des films plus De meilleure construits, qualité. peut-être de meilleure qualité, j'avais pas envie d'être méchante, mais oui. Pardon. Bon, de meilleure qualité, ça va. T'aurais pu être Oui, plus méchante. oui, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. donc on a dit, on le redit, moi je conseille très fort Frankenhooker. Si vous avez vu Reanimator, allez regarder la suite Bride of Reanimator, c'est très cool. Toi donc c'est Mary Shelley's Frankenstein, c'est ça? Oui, De c'est le Kenneth titre Branagh. en anglais, mais en français c'est juste Frankenstein. Et Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Voilà, aussi, si vous l'avez pas vu. C'est vrai qu'il est très intéressant aussi, et déjà rien que visuellement, moi je le trouve incroyable ce film. Il est Franchement. sublime. Ah Mhm. oui. Ah oui, visuellement c'est extraordinaire. Mhm. Voilà, et puis Penny Dreadful, c'est ça, qui est donc une... Oui. Non, c'est une série, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est une C'est série horrifique qui reprend plein de mythes. Dorian Gray, Mhm. le monstre de Frankenstein, tout ça. Voilà, donc il y a de quoi. Et à mon avis, il y en a plein d'autres. Voilà, C'est sûr. En tout cas, on cite un peu nos préférés, je pense, ici. Mais il y en a plein d'autres, en tout cas. Et même si vous n'avez pas vu, du coup, l'original de 35, c'est un film qui a presque 100 ans, mais honnêtement, en tout cas, moi, personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve... bah voilà, de nouveau, comme on dit, camp, assez drôle, mais aussi vraiment touchant sur certains aspects. Et même si on voit pas beaucoup la fiancée, elle est juste hyper iconique, donc vraiment juste pour ça. Oui, ça fait partie Allez. des œuvres à voir, en fait, à avoir Ouais. quelque part. Ouais, absolument. On a, je pense, dit tout ce qu'on voulait sur The Bride Merci. et puis ces autres films. Itération, oui. Oui. Dis-moi, Mathilde, quelles sont les prochaines petites sorties qu'on peut attendre dans ton podcast? Sur le ou podcast sur les réseaux? Mhm. Oui, bien sûr. Bah écoute, là j'ai enregistré un épisode avec James de Amazing Horror sur le cinéma de Sam Raimi, où on parle notamment de la saga Evil Dead, de la saga Spider-Man, de son film Jusqu'en Enfer et du dernier Send Help. Peut-être que ça pourrait être une petite préparation à Evil Dead Burn qui va sortir en juillet. Je vais aussi enregistrer sur l'extraterrestre au cinéma où j'aurais très envie de parler de Bugonia, Nope et Projet Dernière Chance. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où j'essaye de poster régulièrement des analyses filmiques, de la mise en scène, des analyses de personnages avec des petits visuels, voilà. Ouais, des petits visuels très, très travaillés. Franchement,
ton compte est esthétiquement plaisant, je trouve. Oh, merci, ça me fait très plaisir. Justement, j'essaye fort, je viens d'arriver dans le game, mais je donne tout ce que j'ai. Bah oui. Et puis, il n'y a pas si longtemps, le podcast avait fêté ses 2 ans, c'est ça ? Tout à fait, en avril, le podcast a fêté ses 2 ans. Je suis très heureuse et j'ai vraiment hâte de la suite et de continuer. Voilà. Et toi ? Moi, du coup, je sais pas exactement si je vais sortir cet épisode avant l'épisode Your Monster, à voir un petit peu comment je gère Comment tu t'organises ? le montage. Mais donc il y a forcément donc, l'épisode Your Monster avec quelqu'un que vous avez entendu très brièvement dans l'épisode sur le bif. Voilà. De 2026, hein, évidemment. Et alors aussi, j'en ai parlé avec le podcast déjà Rust and Dust, mais je vais quand même faire moi, en tout cas dans mon podcast à moi, un épisode sur Ready or Not 2, parce que y a quand même pas mal de choses à dire, et là on se retrouve avec donc Lisa, avec qui on avait discuté du premier film. Donc ça va être très chouette. Et puis voilà, je ressortirai encore des petites vidéos, des petits posts sur mon Instagram, hein, si vous ne me suivez toujours pas, Grim Girls Pod. Et puis on sera bientôt en juillet. Et en juillet, il y a le Stabaton. Voilà. Où Mathilde, tu seras clairement présente, c'est sûr. Ah oui, à moins qu'il y ait un cas de force majeure, genre tuberculose, je serai là. on fait la petite pub du coup à Mylène. De toute façon, il y aura un épisode retour comme la dernière fois, qui sera chill, mais voilà, pour discuter un petit peu de tout ça. La prog n'est pas encore sortie, il y a juste eu un petit save de date là maintenant, donc, mais voilà, j'ai envie de mettre ça un peu en lumière aussi, si vous avez l'occasion. Donc c'est du 10 au 12 juillet, il me semble. Voilà, à Dompierre sur Berbre. Je sais plus comment... Je sais pas comment on le prononce, je ne sais jamais comment on le prononce, mais voilà. Ouais, t'inquiète. N'hésitez pas vraiment à y aller, en tout cas. Vous nous verrez, du coup, entre autres. Et probablement d'autres personnes très sympas, en tout cas, qui s'y rendent. Voilà. Donc ça, c'est les petites choses prévues. Un super été en perspective, finalement. Un super été, très clairement. Très clairement. Eh bien, c'était donc notre épisode sur The Bride. Ça m'a fait trop plaisir, encore une fois, d'enregistrer avec toi. Toujours trop chouette. Moi aussi. Merci de m'avoir invitée. Bah, sois en sûr, tu seras encore invité, ça c'est clair. Ah oui. On verra sur quel film, mais de toute façon, tu reviendras. On entendra encore. Et toi, tu reviendras sur mon podcast aussi. Ah oui, super, trop bien. Les meufs insupportables, tu sais. Les meufs, j'entends d'amour, t'es trop bien. C'est ça. J'adore. Non, mais vraiment, allez du coup suivre, si vous ne le faites pas déjà, allez écouter le travail de Mathilde. Donc j'ai un truc à te montrer sur Deezer, Spotify, PodCloud, YouTube. C'est ça. Et donc sur Insta, c'est jutatme.cast. Ouais, bon, de toute façon, je mettrai tous les petits liens et tout dans la description si vous avez envie d'aller. Enfin, si vous avez envie, vous devez le faire d'ailleurs. Et voilà, et bah donc on se retrouve dans 2 semaines avec un des films que j'ai dit juste là. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!